Ah, la barbe, c'est une interjection un peu désuète destinée à protester contre une situation ennuyeuse. Aujourd'hui, c'est surtout l'attribut masculin à la mode par excellence. D'après une étude française, 92% des hommes entre 25 et 34 ans portent la barbe. C'est énorme. Il y a 15 ans, la norme, c'était de rester glabre. En 2020, la barbe est redevenue le rite de passage à l'âge adulte. Lison Méric et Michael Bourguignon ont même rencontré des barbus dont la confrérie promeut la pilosité faciale depuis 79 ans. Pendant longtemps, les barbus qu'on rencontrait par chez nous ressemblaient à ces barbus-là. Réunion du comité de la confrérie des barbus de la Gruyère, qui fêtera son 80e anniversaire l'an prochain. Voilà. Ben là, allez, moi je veux faire santé. Là, tu vas, Chando. Tu vas, Chando. Pour moi, une barbe fleurie, c'est une barbe qui est épaisse. Une barbe fleurie, c'est une barbe naturelle, 100% bio. On est comme on est, quoi. Puis les gens sont habitués comme on est. Si on la change, si on l'armure, c'est un autre personnage. Je me suis amusé une fois à me couper la barbe, mais j'ai été malheureux. Depuis que je fais partie des barbus, là, je ne l'ai jamais enlevé. Mais par contre, quand je vais au chalet le printemps, je coupe à peu près 10 cm qui repousse chaque année. Je mets la main dessous, comme ça. Et puis je prends un miroir d'or, parce que à la salle de bain, ma femme m'engueule. Et puis hop, je coupe un coup de ciseau dessous, terminé. Alors moi, j'ai une technique à moi, c'est que je mets un peu d'après-rasage. Mais ça, c'est pour adoucir un peu la peau dessous, parce que des fois, ça gratte un peu. Comme ça, j'ai une peau de bébé. Voilà. Sur nos statuts, c'est marqué une barbe bien fournie, le plus naturelle possible. Et puis après, on demande des gens qui sont un peu comme nous, là, autour de la table, des terriens. Là, vous avez Jacques Paysan, Fernand Paysan, Sam, moi, je suis armaillé. Donc, on a vraiment de la terre sous les semelles. La barbe, ça connote la nature. La nature qui nous rapproche des animaux, dans la mesure où le poil, c'est un attribut animal. Et donc, si on a une barbe prolixe, non entretenue, on apparaît évidemment comme quelqu'un relevant de la nature et de la nature la plus sauvage. Selon les époques, le poil s'impose socialement ou alors il disparaît. Une moustache ou une barbe peuvent prendre des significations très différentes. Tantôt, si c'est la barbe de l'ermite, c'est pour signifier un contact direct avec la divinité, ou bien la barbe hirsute du révolutionnaire pour marquer son opposition aux normes qui existent dans la société. Donc il y a barbe et barbe. Au XIXe siècle, la barbe marque l'autorité du politicien, du militaire ou du médecin. Alors qu'à la fin du XXe siècle, à contrario, l'homme de pouvoir est impeccablement rasé. Il y avait une connotation assez négative à la barbe, ou en tout cas à la barbe naissante, dans certains milieux professionnels, dans la banque, dans les assurances. C'est des milieux dans lesquels il était bien vu d'être rasé de près, comme à l'armée. Et puis là, je pense que les mentalités ont évolué, puis maintenant, il est vraiment pas rare de voir des banquiers barbus. Je pense que c'est parti d'une mode. C'est un phénomène nouveau qui a commencé, je pense, aux alentours de 2013, en Suisse en tout cas. Et de plus en plus, par mimétisme, les hommes s'y sont mis. Et j'ai envie de dire maintenant, c'est au-delà d'un phénomène de mode, c'est quelque chose qui est clairement établi. C'est pas du tout une masculinité agressive. C'est pas du poil dru, une moustache drue qui marque l'autorité. Mais au contraire, une barbe entretenue, une barbe douce, une barbe ointe avec différentes huiles. C'est une barbe qui est soignée, c'est une barbe à laquelle on attache de l'attention. On va justement éviter les barbes hirsutes qui partent dans tous les sens. On va essayer de dompter le poil, de le discipliner, de manière à ce que ce soit élégant et puis contrôlé surtout. Donc, un retour de la masculinité, mais d'une masculinité non agressive. Car la barbe, c'est l'homme, ce qui le différencie au premier coup d'œil de la femme. La barbe, c'est typiquement masculin. C'est lié à la réponse du follicule pileux à la testostérone. Il y a des sensibilités différentes du follicule pileux à l'effet de la testostérone. Parce qu'au même taux de testostérone, on peut avoir de la barbe ou en avoir très peu. Et quand il arrive à une femme d'avoir de la barbe, c'est qu'elle est malade.
On appelle ça de l'hirsutisme. La pilosité, par exemple sur le visage ou la moustache chez une femme, c'est un symptôme qui est souvent lié à une augmentation des androgènes, notamment de la testostérone chez la femme. Et cette augmentation des androgènes peut être de différentes origines. On a par exemple le syndrome des ovaires polykystiques. Il peut aussi y avoir des tumeurs qui sécrètent de la testostérone. Donc on doit, quand une femme développe une pilosité excessive, on doit en rechercher la cause. Et je pense qu'il faut consulter parce que ça induit une souffrance chez les femmes et puis qu'il y a des traitements médicaux et cosmétiques qu'on peut proposer pour aider. Ah, merci messieurs, c'est vraiment magnifique. Bon, eux, ils ont des vraies barbes. La mienne, c'est un peu autre chose. Et puis, je ne suis pas sûr que ça m'aille. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le retour de la barbe, ça s'accompagne, et c'est logique, d'une explosion du nombre de barbiers. Dans les villes, surtout, ils poussent comme des champignons. Le barbu d'aujourd'hui est hyper soigné. Il confie régulièrement son visage à un barbier pour un rituel de soins sophistiqué. Mais assez parlé, place à 3 autres barbus bourrés d'humour décalé. Spécialement pour ABE, ils nous ont composé une chanson sur leur philosophie de la barbe. Voici les petits chanteurs à la gueule de bois. Les poils, c'est vrai, ont mauvaise presse, sans même parler de poils de fesses. Pourtant la barbe ces derniers temps est à la mode étonnamment. On est bien loin des barbissutes de nos vieux Suisses un peu aveux. Maintenant pour pas faire négliger, le poil se doit d'être soigné. On pourrait croire qu'on est coquet, mais les barbus savent en secret qu'une douce toison ça vous chatouille et c'est pratique pour les babouilles. Les barbiers avaient presque tous disparu à la fin du XXe siècle pour renaître plus nombreux depuis une dizaine d'années. Jeune coiffeur, Wallon Osdautai a été un des premiers à lancer la mode de la barbe à Yverdon. Les gens ont besoin de voir d'abord sur quelqu'un. Donc du coup, moi-même, j'en avais une très longue. Ils ont besoin de comprendre si c'est compliqué à coiffer à la maison, si ça gratte, si, toutes les caractéristiques d'une barbe. À l'époque, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de salons hommes dans le monde un petit peu rock'n'roll et puis vraiment que pour mecs. C'était souvent des salons hommes dans un salon femmes. Donc l'idée, c'était de faire vraiment un lieu unique pour les hommes. Merci à toi. De rien. En 2013, c'était des barbes qui étaient d'une semaine ou deux. Après, ça commençait à partir sur 3 mois, 4 mois. Après, sur une année, il y avait des très longues barbes. Et là, ces derniers temps, ça commence un petit peu à diminuer et puis ça reste des tailles moyennes. Ni trop court, ni trop long. Je pense, niveau qualité de coupe, on est quand même bien placé, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui... Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit tu leur montres le miroir et puis oh, c'est bon. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est passer un moment ici. Point barre. Et si les barbes sur nos mentons sont toutes plus douces que des chatons, faut pas nous prendre pour des minets. On est moins sages qu'il n'y paraît. On pourrait croire qu'on est coquet, mais les barbus savent en secret que la barbe ça demande moins d'entretien que de se raser tous les matins. Les salons de barbiers, on l'aura compris, c'est un monde d'hommes, réservé aux hommes, même si on trouve quelques rares femmes dans le métier. Pour certains messieurs, en fait, ils ne voyaient pas comment une dame qui n'a pas elle-même de barbe et ne se rase pas elle-même pouvait faire ça sur eux, alors que d'autres vont très bien accueillir la chose et dire mais si on va avoir la vision d'une femme, donc peut-être dans le détail, elle va peut-être vouloir nous embellir ou un petit peu plus de douceur aussi. Aujourd'hui, les salons de barbiers se multiplient en Suisse romande. 7% d'augmentation chaque année depuis 2011. Leur enseigne est partout. D'ailleurs, quelle en est l'origine? Elle date du temps où les barbiers, grâce à leurs instruments tranchants, faisaient également de la chirurgie.
La bande bleue représente les veines, la rouge, le sang, et la blanche, les bandages. Pour moi, un bon barbier, il est forcément coiffeur homme, parce qu'on y retrouve des techniques quand même, donc il faut forcément passer par là. Donc moi, j'ai fait un CFC, après j'ai fait une mention complémentaire, après j'ai fait un bac pro, et après j'ai fait une maîtrise. Voilà, je voulais voir aussi tout ça. Et puis en fait, il n'y avait pas d'école de barbier. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir été accompagnée, vraiment d'avoir un barbier tout le temps avec moi et de pouvoir raser. Donc c'est vraiment une transmission plutôt qu'une école. Ça reste quand même un métier très artistique. Le CFC, ça permet quand même d'avoir une certaine structure sur pas mal de points. Par exemple, notamment sur les infections, sur pas mal de choses. On doit quand même connaître si c'est de l'eczéma, du psoriasis, pourquoi il y a une chute de cheveux, etc. Donc ça nous permet quand même d'avoir des connaissances qu'on n'a pas forcément quand on n'est qu'artiste. N'importe qui peut s'installer comme barbier en Suisse sans aucune exigence de formation. Beaucoup de barbiers installés, d'ailleurs, souhaiteraient un minimum de régulation dans ce domaine. Le combat qu'on a un petit peu aujourd'hui, c'est que l'idée, pas forcément un CFC, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de venir ici, depuis tout jeune en Suisse, faire les études ici, etc. Mais au moins faire, par exemple, comme dans la restauration, où il faut une patente, où il faut prendre quand même des cours, avoir un minimum de suivi par rapport à ça. Selon le type de salon ou la localité où il se trouve, le prix d'une taille de barbe peut varier de 15 à plus de 50 francs. Chez moi, le soin est de 32 francs. Donc une taille de barbe, serviette chaude, serviette froide, conseil. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas que la taille qui compte. Chez le barbier, elle s'accompagne souvent d'un conseil, d'un moment de détente sous une serviette chaude pour préparer la peau au rasage, d'un soin de la barbe, d'un massage et même d'une boisson. C'est un rituel. On est là en train de chouchouter des mecs qui se prennent pour des gros durs. Nous, la coupe et barbe, elle est à 42 francs. Maintenant, les prix, je pense, varient aussi par rapport à la région qu'on habite. Parce que le pouvoir d'achat n'est pas forcément partout la même chose en Suisse. Après, moi, par exemple, mon loyer est très, très, très élevé quand même. Surtout parce que j'ai une grande surface et puis les places de parc. Mais effectivement, le prix est justifié par les services qu'on donne. Après, il y a des barbiers qui font des barbes à 15 francs. Alors peut-être qu'ils ont la chance d'avoir un loyer qui n'est pas cher, donc du coup ils compensent comme ça, ou simplement qu'ils n'ont peut-être pas de café, enfin ils vont pas forcément rendre le service jusqu'au bout, mais de nouveau ça ne veut pas dire que la coupe elle est mal faite. Pour trouver le bon barbier, le mieux c'est encore d'essayer. C'est aussi un peu comme le tatouage en fait. Il y a un style, déjà il y a le style du salon, le style du barbier. Maintenant en plus on peut voir souvent les books photos avec les réseaux sociaux, donc on sait déjà si ça nous correspond. Et ensuite il y a aussi avec la personne le feeling aussi qu'il peut y avoir et le résultat, on peut savoir que quand on y va de toute façon, voilà. Alors quand on va chez le barbier, c'est juste histoire de se faire tailler. Tailler la barbe crénon du bip, et ce n'est pas que pour l'esthétique. On pourrait croire qu'on est coquet, mais les barbus savent en secret qu'avec une barbe qu'on ne taille pas, on bouffe du poil à tous les repas. On bouffe du poil à tous les repas. Du poil à tous les repas. Non, mais s'il vous plaît. Bon, si ça vous chante, vous pouvez retrouver l'intégralité de la chanson exclusive sur notre site abe.ch et sur Facebook. Charles de Reif, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du service public de l'emploi du canton de Fribourg, donc vous avez en charge tout ce qui touche à l'emploi dans le canton. Tout à fait. Là, vous êtes en duplex, non pas de Fribourg, mais de Sion, comme on le voit, parce que vous êtes en vacances. Vous avez accepté d'interrompre vos vacances pour répondre aux questions d'un bon entendeur, et je vous en remercie. Alors, le nombre de barbiers a explosé ces dernières années. Est-ce que dans le cas de Fribourg, c'est la même chose ? Oui, effectivement, le Fribourg est arrivé peut-être après certaines villes, mais nous avons vu exploser ces échoppes qui ne s'appellent effectivement plus salon de coiffure, mais barbier, puisque en théorie, elles ne proposent que les soins à la barbe des hommes et non pas le service complet d'un coiffeur. La conséquence tout à fait logique, c'est que ça a une influence sur les prix.
Bien sûr, malheureusement, on voit que les prix ont chuté, heureusement peut-être pour le client, mais malheureusement pour les employés, puisque de ce fait, la convention collective de travail de la coiffure ne peut être que difficilement respectée, puisqu'on parle de salaire de 4 000 francs pour un coiffeur ou une coiffeuse expérimentée. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces prix cassés? Comment est-ce qu'on arrive à faire une coupe de cheveux pour, disons, 20 francs ou 15 francs? Ou une barbe? Alors, le constat que nous avons principalement fait lors de contrôles de travail au noir, donc les soupçons de travail au noir, c'est que les patrons, ou les propriétaires ou les locataires de ces locaux louent tout ou partie de leur fauteuil à des personnes. Et de ce fait-là, ces personnes travaillent sous le modèle de l'ubérisation de la société dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais sans aucune charge sociale assumée et sans aucun respect de la Convention collective de travail nationale, et donc se versent des salaires quasi inexistants. Alors, vous avez même vu, semble-t-il, quelqu'un qui arrivait à faire une coupe de cheveux pour 12 francs. Alors, comment un tel prodige est-il possible? Alors, effectivement, c'est un choix, semble-t-il, de cette personne. Nous avons trouvé une quittance pour une coupe de cheveux à 12 francs. On parle bien de coupe de cheveux, alors qu'on parle initialement de barbier. Mais c'est vrai que certaines personnes peuvent le faire pour ce prix-là. Les personnes n'ont pas de formation, ou très peu de formation. On a même trouvé un jeune homme qui était apprenti totalement hors du domaine de la coiffure et qui exerçait le soir et le week-end dans un barbershop sans aucune, effectivement, formation reconnue. L'an passé, Monsieur de Reif, vous avez augmenté le nombre de contrôles puisqu'il y a de plus en plus de barbiers. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la proportion du nombre de ces barbiers qui ont été soupçonnés d'irrégularité? Alors, sur le canton de Fribourg, nous avons passé d'une vingtaine de contrôles en 2018 à plus de 60 contrôles en 2019. Et la proportion de soupçons d'infraction est toujours restée autour d'un gros tiers, entre 33 et 35 %. Et pour les personnes qui étaient contrôlées dans ces barbershops, eh bien, nous sommes plutôt proches des 40 % de personnes où nous soupçonnons une irrégularité qui est principalement la question du permis de séjour, donc impossibilité de travailler normalement en Suisse. Parce que, bon, ces nouveaux barbiers, c'est une population assez particulière, il faut le dire. C'est vrai, on constate que ces barbiers proviennent majoritairement de l'Est de l'Europe et du Moyen-Orient. Et ce sont en général des personnes qui tournent autour de ces nationalités. Il n'y a pas tellement de brassage. Dernière question, Monsieur de Reif, s'il fallait une idée pour essayer de régulariser un peu tout ça, de mettre un peu d'ordre dans ce Far West qu'est le monde des barbiers, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y a le sens des responsabilités du citoyen. On peut bien s'imaginer que payer quelqu'un à 4 000 francs avec une coupe à 12 francs, ça n'est pas possible. Nous avons une convention collective de travail nationale qui a donc force obligatoire sur l'ensemble du territoire suisse. Et là, je pense que la commission paritaire nationale a un gros travail à faire, mais nous également, dans chaque canton, avec la surveillance du marché du travail. Donc, c'est une pression sur ce commerce pour que les choses soient respectées. Et de fait, ça devrait se régulariser, mais comme tous les problèmes, il n'y a pas qu'une solution. C'est un faisceau de solutions qui doit nous permettre d'aller de l'avant. Très bien. On n'a pas fini d'en parler, en tout cas. Effectivement, le sujet est encore long. En tout cas, je vous remercie vraiment encore une fois d'avoir interrompu vos vacances pour venir répondre à nos questions. Je vous souhaite une très bonne fin de vacances et une très bonne soirée. Merci de votre invitation. On l'a vu dans le reportage, chez un barbier haut de gamme, la coupe, plus tous les soins et les services, bref, la totale, ça peut allègrement dépasser les 50 francs. Mais de toute façon, puisqu'un poil de barbe s'agrandit de 0,27 mm par jour en moyenne, certains préfèrent la tailler eux-mêmes, cette barbe, à coups de tondeuse. Encore faut-il savoir comment choisir le bon appareil pour son type de barbe. Heureusement, à bon entendeur là, nous avons acheté des tondeuses que nous avons soumises aux mains expertes de 2 barbiers et d'une barbière. On trouve une grande variété de tondeuses plus ou moins polyvalentes et à tous les prix. Nous en avons sélectionné 10 modèles, le moins cher à 24,90 € et le plus coûteux à 169,90 €. C'est d'ailleurs le seul modèle professionnel de notre choix. Il
y a déjà 2 styles de tondeuses parmi celles ici. Il y a typiquement, ça c'est des tondeuses de finition en fait, parce qu'elles sont plus petites. La tête de coupe ici est plus petite aussi, donc en fait pour les contours, on va avoir plus de précision. Et puis plus de mobilité en fait pour passer à côté des oreilles, pour faire une ligne plus propre, pour passer aussi autour des lèvres pour la moustache. Avec celle-ci, on voit que c'est vraiment moins pratique. L'autre type de tondeuse, c'est justement celles qui sont un peu plus conséquentes comme ça. Donc celles-ci, elles vont plus être utilisées en fait pour dégrossir plus en longueur. Quand on passe une tondeuse sur une barbe qui est bien épaisse, elle part au ralenti et puis elle coupe plus assez, ça tire le poil. Ce qu'il faut, c'est une tondeuse qui est puissante, qui est précise. Et pour attaquer dans la masse d'une barbe, je pense que ça, c'est un peu faible. Toutes les tondeuses de notre choix fonctionnent sur accumulateur, un élément important, tout comme les matériaux qui les composent. Généralement, le poids de l'appareil est représentatif de la qualité de la batterie. Donc une batterie plutôt lourde, ça signifie une autonomie plus grande sur la durée. Après, c'est vrai qu'il y a des plastiques qui sont plus ou moins résistants, il faut se méfier. Dans certains cas, je pense que ça pourrait être délicat. Si on lâche la tondeuse par terre, elle pourrait ne pas supporter. Le prix d'une tondeuse peut varier énormément. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer jusqu'à 6 fois le premier prix ? Oui, ça vaut la peine parce que déjà, on va gagner en qualité de peau, il y aura moins d'irritation, on va avoir plus de précision, une coupe du poil qui sera au plus près et surtout, dans le temps, elle va beaucoup plus durer. Donc ça vaut la peine d'investir, oui. Pour allonger la vie de sa tondeuse, on l'entretient régulièrement. On la nettoie en enlevant les poils coincés entre les lames à l'aide d'un petit pinceau. On ajoute une goutte d'huile sur les lames avant de les faire tourner à vide pour répartir le lubrifiant. Mais surtout, jamais on ne la passe sous l'eau, au risque de gripper les lames. Sur notre site abe.ch, vous retrouvez tous ces modèles, les marques et les prix de ces 10 tondeuses. La barbe aujourd'hui, on la bichonne, on la parfume au loin, on la shampouine. Certains sites internet vous proposent jusqu'à 127 produits différents rien que pour la barbe. En bon franglais, on appelle ça du grooming pour nous, les hommes. Mais mieux vaut lire attentivement les étiquettes, car tous ces produits ne sont pas sans risque pour la santé. Le retour de la barbe s'accompagne d'une explosion de la consommation de cosmétiques spécifiquement masculins. Damien Roton a surfé sur cette tendance en devenant grossiste de produits pour barbier. Le grooming au sens large, c'est quelque chose qui a toujours existé chez l'homme. C'est un peu l'art de prendre soin de soi. Et je pense que les mentalités ont aussi évolué de ce côté-là, parce que c'est vrai que prendre soin de soi, pendant une époque, c'était un manque de virilité. Et puis là, j'ai vraiment l'impression que l'homme, maintenant, il prend soin de lui et surtout, il assume prendre soin de lui. L'offre de cosmétiques destinée à la barbe est immense. Shampoing, après-shampoing, baume, huile, teinture, cire. Mais peut-on s'appliquer les yeux fermés tous ces produits sur la barbe sans risque pour la santé ? Certains produits peuvent induire soit des irritations, des sensations de brûlure par exemple avec les produits, ou parfois, plus rarement, ce qu'on appelle des eczémas de contact, des allergies de contact, où les patients vont apparaître des rougeurs, des croûtes, des démangeaisons sur le site d'application des produits. À quel type de produit est-ce qu'il faut être attentif ? Les produits les plus fréquemment à l'origine d'allergies de contact sont les conservateurs, qui sont dans les produits, ou les parfums qui sont également une source très fréquente d'allergies. On retrouve fréquemment, par exemple, l'inalol ou le limonène, qui sont deux allergènes qui sont un peu émergents pour nous. On les voit apparaître de plus en plus fréquemment. Mais dès qu'on se sait un peu sensible, je pense qu'on devrait privilégier des gammes sans parfum. Surtout qu'elles existent, il y a du choix, il y a de plus en plus de produits non parfumés. Nous avons acheté une trentaine de cosmétiques pour la barbe et les avons soumis à l'application FRC Cosmétiques. Première surprise dans notre échantillon, 2 produits seulement sont déclarés sûrs.
La majorité des produits présentent un risque limité en raison du grand nombre d'allergènes qu'ils contiennent. Des parfums pour la plupart, dont le linalol et le limonène. Quelques produits présentent un risque moyen. Ils contiennent des irritants et des perturbateurs endocriniens dont l'effet sur la santé est en cours d'évaluation. Et un savon pour la barbe présente un risque significatif. Il contient un allergène très puissant, le méthylisothiazolinone. C'est un nom compliqué, mais il a été réglementé. On ne le trouve plus dans les produits qu'on laisse sur la peau, mais il est encore présent dans des produits qu'on rince. Donc il faut faire attention parce qu'il peut être présent et quelqu'un qui se serait sensibilisé autrefois à ce conservateur peut faire une allergie. Comme d'habitude, le tableau détaillé de ces produits cosmétiques et de leurs composants se trouve sur notre site abe.ch. Une analyse que nous avons menée en collaboration avec la FRC, la Fédération romande des consommateurs, et son application FRC Cosmétiques. Je ne voudrais pas être rasoir, mais aux dernières nouvelles, après la barbe, c'est la moustache qui prépare son grand retour. Autre accessoire de mode incontournable de notre monde pressé, le mug. Le mug, vous savez, ce sont ces récipients métalliques ou en plastique qu'on biberonne en marchant et qui gardent au chaud le thé ou le café. Il en existe une kyrielle de modèles. Lequel choisir? Nos collègues de Kassensturz ont soumis les mugs à des tests impitoyables. Attention, âme sensible s'abstenir. Un peu de chaleur dans les frimas de février. Une boisson chaude à emporter dans un gobelet jetable avec son couvercle de plastique. Merci, monsieur. Au fil de la journée, rien qu'en Suisse, ce sont des millions de petits gobelets cartonnés ou plastifiés qui finissent ainsi à la poubelle. De plus en plus de consommateurs ne veulent plus contribuer à cette montagne de déchets. Depuis 2 ans, le recours à des tasses ou gobelets réutilisables s'est singulièrement accru. Dans les échoppes spécialisées, le nombre de personnes qui viennent chercher leur thé ou café dans leur propre mug isotherme augmente sans cesse. Voilà, magnifique. Passez une bonne journée, merci, au revoir. Je ne pense pas que ce soit une mode, dans le sens où une mode, c'est quelque chose d'éphémère. Aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui arrivent avec une démarche environnementale. C'est vraiment dans un souci éco-responsable d'éliminer leur empreinte en consommant moins de déchets. Donc ils arrivent avec leurs bouteilles ou leur théière et en plus, comme ils ont un rabais, ils sont 2 fois plus contents parce qu'on les soutient dans leur démarche. C'est un petit geste qui peut avoir de grandes conséquences parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux consommateurs d'emporter partout dans le monde. Donc si chacun arrive à diminuer, effectivement, c'est un nombre de déchets important qui va disparaître. Des tasses ou mugs isothermes, il en existe des dizaines de modèles fabriqués dans différentes matières. Est-ce que tu as eu les résultats des analyses? Oui, j'ai eu, mais d'ailleurs, il y avait un cas un peu spécial. Pour le toxicologue Aurélien Thomas, tous ne se valent de loin pas. J'arrive. Je conseillerais de se diriger vers des matériaux qui sont inertes. Je pense typiquement au verre ou à l'inox, c'est-à-dire inertes, qui vont être stables et ne pas relarguer des substances indésirables dans le contenu. L'inox est effectivement un très bon choix, notamment l'inox de qualité alimentaire qu'on va pouvoir reconnaître avec les indices 18.8 ou 18.10. C'est-à-dire qu'on aura sous ces indices-là un alliage où le chrome et les nickels qui le composent vont être extrêmement stables et donc ne pas être relargués dans le contenu. Pour les gourdes en aluminium, donc l'aluminium n'a pas la stabilité que peut conférer l'inox. On sait que l'aluminium peut passer dans le liquide. Donc certains fabricants utilisent justement des films en résine pour recouvrir l'intérieur de ces gourdes. Et là, le problème est que du coup, on va se retrouver dans une solution où on va être confronté au même risque qu'avec le plastique. Donc c'est finalement une fausse bonne idée. Quel modèle choisir? Nos collègues de Kassensturz ont soumis les 10 modèles de tasses isothermes les plus couramment utilisés en Suisse à une série de tests. C'est l'Institut de certification SLG de Hartmannsdorf en Allemagne qui s'en est chargé. Un bon mug thermostatique doit garder le contenu chaud pendant 1 heure au moins. C'est à peu près le temps pour se rendre au travail. Il ne doit pas contenir de matériaux polluants. Il doit être étanche pour que rien ne coule s'il se renverse. En guise de préambule, les mugs ont subi un test de manipulation et d'usure. Les testeurs ont ouvert et fermé chaque tasse isotherme pas moins de 150 fois.
On a ensuite vérifié leur étanchéité réelle. Il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver avec une tasse incontinente dans son sac à dos. Dans un deuxième temps, nos experts sont passés au test le plus important, celui de la conservation de la chaleur. Un liquide bouillant a été versé dans chacune des tasses isothermes. Après 2 heures d'attente, la température résiduelle a été mesurée à l'aide d'un thermomètre. Le même exercice a été répété 2 heures plus tard, soit 4 heures après le remplissage. L'expert de l'Institut de test a aussi contrôlé la température extérieure des tasses, histoire de vérifier qu'il n'y avait aucun risque de brûlure. Pour le test suivant, il a fallu prélever des morceaux des différents mugs thermostatiques. Il s'agissait ici de savoir s'il y avait des substances pouvant se révéler nocives dans les parties en contact avec la bouche ou avec le liquide contenu. Ces morceaux ont été analysés dans différents instruments de mesure afin de déterminer leur nature exacte ainsi que l'éventuelle présence de composés indésirables ou dangereux. Enfin, notre expert a procédé au test ultime. 80 cm de chute libre sur un bloc de béton. Les mugs ont diversement apprécié. Les résultats de ces différents tests ont permis d'établir un classement de nos 10 tasses ou mugs isothermes. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Malik. On vient de voir ce test réalisé par nos collègues alémaniques de Kassensturz. Alors avec vous, on passe maintenant aux résultats pour ces mugs. Alors on commence par quoi? Par les bons, par les mauvais? Par les insuffisants. Par les insuffisants. Il faut préciser que 50% de la note, puisqu'il y a une pondération sur les critères, 50% de la note s'intéresse à la chaleur, à est-ce qu'on conserve bien la chaleur avec ces produits. Ouais, c'est quand même ce qu'on leur demande. C'est ce qu'on leur demande. Oui. Ouais. Alors les 2 insuffisants sont là. On a Ergotherm de Xavax. C'est un produit qui n'est pas étanche et le liquide devient trop vite trop froid. Ouais, ça, il a une terrible. mauvaise note, 3,3. Sur 6. Sur 6, exactement. Et puis le second, à 3,8 sur 6, vient de chez IKEA, Eftersucht, il s'appelle. Et il a tendance à couler et puis il est insuffisant pour la conservation de la chaleur. Donc ça, c'est 2 produits qu'il vaut mieux pas acheter. En fait. Non, et de toute façon, vous ne pouvez plus parce qu'on les trouve plus. Ils ont été retirés du marché. Le stock, finalement, était déjà écoulé. D'accord. Le groupe d'après, c'est un peu mieux. C'est le groupe des produits jugés suffisants par le labo. On trouve Oxo, insuffisant pour la conservation de la chaleur. Par contre, il est très bien au niveau étanchéité. Si vous le renversez, il n'y a pas de problème, ça ne va pas couler dans votre sac. Il obtient 4,1. Le produit Bodum, bonne isolation thermique. Mauvaise étanchéité, il obtient 1 sur 6. C'est vraiment pas bon, il coule. Et puis ensuite, on a Thermos Brilliant qui obtient 4,3, un produit solide, mais la fermeture dans le test de résistance a tendance à s'user, à s'arracher un petit peu. Il est aussi insuffisant au point de vue conservation de la chaleur. On a ensuite le produit le meilleur dans ce groupe-là, avec une note de 4,7. C'est un produit SIG, suffisant pour la conservation de la chaleur et parfaitement étanche. Vous pouvez aussi le coucher, il n'y a pas de problème. OK. Ensuite, là, c'est de mieux en mieux, en fait. Exact. Ce sont les produits considérés comme bons. Un produit Contigo, suffisant pour l'isolation. Par contre, il est très solide et très étanche, mais il a un petit défaut, c'est qu'il... il glisse. Il glisse. Alors, si vous êtes dans un environnement pas stable, il va avoir tendance à s'en aller. Ouais. Ouais. Voilà. Ensuite, on trouve Starbuck, isolation excellente, étanchéité seulement suffisante selon le labo. Il obtient 5,3. Et on enchaîne avec le produit de la Migros qui s'appelle Cucina et Tavola. 17,95 francs, c'est le moins cher de ceux qu'on trouve encore dans le commerce. Bonne isolation, très étanche. Il glisse aussi. Il glisse aussi. Aïe. Voilà. Bon. Et puis alors, le dernier en rouge, là, c'est la star. Alors, c'est le Travel Mug Demza qu'on a acheté au Cop City. Ce produit, sur 5 points sur 7, est à la note maximum. Il est très bon, il a 5,8 sur 6 au maximum. Il coûte 37,95, c'est le plus cher. Il est 20 francs de plus que le second quand même. Et puis après 4 heures, le labo a constaté que le liquide était encore à 64 degrés à l'intérieur, donc très chaud.
Donc Stéphane, contrairement à pas mal de tests qu'on fait, pour une fois, disons, le produit le plus cher est aussi le meilleur. Tout à fait, oui, ça arrive aussi, oui. Voilà. Bon, et ben, merci pour toutes ces explications et puis santé, hein, bonne soirée. Vraiment. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité du test sur notre site abe.ch. Et puis, vous le savez, depuis quelques mois, l'émission Un Bon Entendeur collabore avec la faculté de droit de l'Université de Lausanne. Et plus précisément avec une classe d'étudiants en droit en 3e année et leurs professeurs. Des étudiants à qui nous soumettons les problèmes juridiques auxquels vous êtes confrontés afin de trouver des solutions à des situations qui sont souvent complexes. Ce soir, c'est un téléspectateur d'Orbe, M. Michel Motta, qui nous a écrit pour une histoire de panneaux photovoltaïques. On a décidé de poser des panneaux photovoltaïques pour, d'un côté, économiser un peu d'argent, participer à moins polluer et au final, disons, on nous offrait quand même une bonne subvention fédérale et communale. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Pour équiper son logis, Michel Motta commence par chercher sur Internet. On a contacté des maisons qui posent des panneaux solaires et on est tombé sur ABC Solar qui ont bien voulu se déplacer rapidement pour venir nous faire une offre. Le contrat est signé le 12 septembre 2018. 25 500 francs au total pour 17 panneaux photovoltaïques. Je dois dire que l'installation fonctionne très bien. Je suis content. J'ai bien fait. Maintenant, je me rends compte que j'ai bien fait de poser ces panneaux. Je suis presque autonome. Je pense que les mois d'hiver, comme cette année, qu'on a eu pas mal de brouillard, de nuages, on a produit peut-être un peu moins. Tout va bien. Mais un an plus tard, c'est sur le plan financier que ça coince. Alors, la mauvaise surprise, c'est que courant de l'été 2019, on s'est aperçu qu'on n'avait pas la subvention communale qui était arrivée sur notre compte. Et on a commencé à s'inquiéter et on a fait plusieurs téléphones, 7 en tout, à ABC Solar pour savoir à quoi on en était, jusqu'à ce qu'ils me répondent qu'il fallait attendre. J'ai écrit à la commune, qui m'ont dit que ABC Solar n'avait pas fait la demande en temps voulu pour toucher la subvention. Effectivement, l'entreprise, qui promet sur son site de régler toutes les questions administratives, aurait dû remplir ce document. Demande de subvention au Fonds communal pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Mais la commune vaudoise d'Orbe se montre totalement inflexible et le justifie ainsi dans son courrier adressé à ABC Solar. L'article 2, conditions générales pour l'octroi des aides financières, mentionne que les travaux ne peuvent pas débuter avant le dépôt du dossier de demande de subvention. Mais cette subvention communale qu'on lui refuse, Michel Motta y tient. Elle est importante pour moi, sans quoi j'aurais pas fait les travaux, puisqu'elle s'élève quand même à 4 800 francs. Pour compenser cette somme, l'entreprise propose en octobre dernier d'offrir du matériel supplémentaire. Totalement inutile pour Michel Motta, qui n'en veut pas et envoie plusieurs lettres recommandées. Alors, comme mentionné dans notre lettre du 21 septembre 2019, nous vous rappelons que sans les subventions, nous n'aurions pas entrepris ces travaux. Voilà ce qu'on envoie à ABC Solar en lettre recommandée. Je leur ai demandé qu'ils me versent cet argent, parce que, à mon avis, c'est eux qui avaient fait un oubli. On peut faire un oubli, mais il faut assumer les conséquences. Dans ma première lettre, ils ne m'ont pas répondu. Après, ils tournaient un peu autour du pot. Et pour finir, on les a mis aux poursuites. Mais là, à nouveau, il faut attendre et rien ne se passe. Alors, on commençait un peu à se fâcher, quoi. Alors, on a regardé s'il fallait prendre un avocat, voilà, voir ce qu'il fallait. Et c'est là qu'on vous a contacté. Nous avons contacté la maison ABC Solar qui nous a répondu par écrit qu'elle reconnaissait avoir fait une erreur dans le projet de M. Motta et qu'elle était prête à lui rembourser le montant de la subvention communale pour autant, et c'est là qu'il y a un petit nœud, pour autant que M. Motta retire la poursuite intentée contre elle. Or, à l'office de poursuite, on lui a conseillé de ne surtout pas retirer cette poursuite parce que c'est son seul moyen de pression et il risque de ne jamais revoir son argent. Maître Grégoire Geisbuller, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est, comme qui dirait, dans une impasse. D'un côté, l'entreprise veut bien rembourser, mais elle demande qu'on retire la poursuite. De l'autre,
M. Mota ne veut pas retirer la poursuite parce que c'est son seul moyen de pression. Qui a raison là-dedans? Alors, en principe, une négociation, c'est toujours une bonne idée. Mais ici, c'est l'Office des poursuites qui a raison, parce que M. Mota a un moyen de pression très fort contre la société. S'il le retire maintenant, il devrait reprendre toute la procédure à zéro si la société ne s'exécute pas. Donc, il a raison de ne pas retirer cette poursuite. D'accord. Alors, maintenant, sur le fond, l'entreprise oublie de demander la subvention communale. Monsieur Mota dit c'est à vous de me payer le montant de cette subvention. Est-ce qu'il a raison? Oui, il a raison. La société s'est engagée à demander cette subvention. C'est dans son contrat, elle doit donc le faire. Si elle ne le fait pas, elle doit indemniser M. Mota pour sa perte. Donc là, M. Mota est parfaitement dans son bon droit. Il est dans son bon droit. Du côté de la société, donc comme on l'a dit avant, on a reçu une lettre disant « Nous reconnaissons que nous avons fait une erreur ». Donc juridiquement, la société reconnaît sa responsabilité. Alors là, elle le reconnaît. Ça ne change pas grand-chose à la situation, étant donné qu'ici, ils ont une dette, ils doivent compenser pour la subvention qui n'a pas été obtenue. Mais c'est vrai que ça peut accélérer les choses, on va dire. C'est un groupe donc, de vos étudiants à l'Université de Lausanne qui a décortiqué ce cas. Alors, à quelle conclusion est-ce qu'ils sont arrivés? Concrètement, on parle quand même d'une somme de plus de 4 500 francs. Concrètement, qu'est-ce que doit faire M. Mota? Qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de récupérer son argent? Alors, au plan juridique, M. Mota a raison. Maintenant, c'est la question de l'exécution. Et si la société ne s'exécute pas d'elle-même, de l'exécution forcée. Donc, il a déjà déposé une requête de poursuite. Il a obtenu qu'un commandement de payer soit notifié. Ouais. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle d'opposition. Donc, M. Mota, maintenant, peut demander la continuation de la poursuite qui pourrait aboutir à une commination de faillite, donc une dernière sommation de payer. Donc là, c'est s'il ne se passe absolument rien. Si la société ne paye toujours pas, vous dites, alors maintenant, il doit demander la mise en faillite, en fait. Il pourra après demander la mise en faillite de la société. Alors là, c'est le moyen de pression ultime sur cette société et on peut imaginer qu'à ce moment-là, elle préférera s'exécuter plutôt qu'être mise en faillite. Lorsque cette demande est faite, la société a combien de jours pour payer, à moins de tomber en faillite? Alors, elle a 20 jours pour payer. À l'issue de ces 20 jours, M. Mota pourra requérir la poursuite auprès du tribunal compétent. Et ensuite, c'est une affaire de quelques jours avant que l'audience de faillite soit agendée. Donc d'ici 3-4 semaines, on aura la conclusion de cette affaire, oui. D'une manière ou d'une autre. Soit la faillite de la société, soit M. Mota sera remboursé. Oui, si M. Mota demande la faillite de la société, bien sûr. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications, Maître Gasbuller. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.